100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux à tire-d'aile, merle, corbeau, pie, tourterelle. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc. Écoute un peu tout près de toi, le coucou parle au fond des bois. Dans la verdure du jardin, le pivert pique sur les pins. Les hirondelles font leur nid pour donner le jour aux petits. 100 000 oiseaux autour du monde. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée à Ploufragan, grande commune de 10 000 habitants près de Saint-Brieuc. C'était par une belle journée que tout a commencé comme un conte de fées. Il neige en Bretagne en ce début d'année 2005. Ce n'est pas coutume. Tous les oiseaux ne sont pas habitués à ces rigueurs hivernales. Notre mésange, qui a déjà délimité son territoire, doit absolument chercher sa nourriture, sans arrêt, simplement pour survivre. C'est moi le roi, c'est moi le plus beau. En plus des graines de tournesol à volonté, je possède un nichoir comme château, sans oublier le bassin d'agrément. Il ne faut pas me confondre avec ces mésanges bleus. La différence tient surtout à la couleur du plumage, comme leur nom l'indique à l'une et à l'autre. Moi je suis plus grande et bien sûr plus belle. Notre chat réglisse a même du mal à circuler avec ce tapis blanc et ses coussinets sont gelés. Et puis je vais rentrer au chaud, près de la cheminée, dans ma boîte à chaussures. Ce n'est pas un temps à mettre un chat dehors. Profitons-en pour manger. En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Et cela n'est pas facile. Leurs besoins énergétiques pour maintenir leur température corporelle augmentent, tandis que les ressources alimentaires diminuent, jusqu'à devenir rares ou non accessibles à cause de la neige ou du gel. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Vous pouvez facilement leur donner un petit coup de pouce pour passer cette période difficile en leur donnant à manger. Vous pouvez créer, vous aussi, un refuge LPO. L'hiver est dur pour les passereaux. Combien de ces petits oiseaux, nés à la belle saison, ne voient pas le printemps suivant? La mésange charbonnière paye pour sa part, au froid, une lourde contribution que les mangeoires et les morceaux de graisse, disposés à son intention, parviennent difficilement à compenser. Certains voient dans cette décimation une loi injuste et cruelle, d'autres une sélection naturelle indispensable au maintien de l'espèce. À défaut de pouvoir efficacement modifier le cours des choses,
force est de s'y résigner. Dans un environnement de moins en moins favorable à la reproduction de cette mésange, l'installation de nichoirs artificiels est l'un des meilleurs moyens de réparer partiellement les effets dévastateurs de la rigueur hivernale. L'investissement est de peu d'importance. Quelques planches sommairement assemblées y pourvoient. Le moyen le plus rapide et le plus simple pour observer les oiseaux est de leur donner de la nourriture durant l'hiver. À cette époque, elle devient rare et les oiseaux dépendent largement des apports artificiels déposés à leur attention dans les jardins. On a recensé plus de 110 espèces différentes d'oiseaux qui visitent les jardins d'hiver pour s'alimenter. Cependant, selon votre région de résidence, vous n'en verrez probablement qu'entre 5 à 50. Placez les mangeoires dans un endroit abrité des intempéries et plutôt ensoleillé, bien dégagé pour que les oiseaux puissent surveiller l'arrivée de prédateurs, gare aux chats, mais à proximité d'arbres où ils pourront se percher. Placez-les de façon à pouvoir facilement observer les allées et venues de vos hôtes. Vous pouvez commencer avec les premiers jours de gel, de fin octobre à la fin novembre selon la région. Dès que le temps se radoucit définitivement, vers le mois de mars, vous arrêtez progressivement le nourrissage. Alimenter des mangeoires pendant la belle saison devient inutile et même néfaste pour les oiseaux car la chaleur peut favoriser l'apparition d'épidémies, la salmonellose, qui peuvent décimer les oiseaux de votre jardin. Et puis à cette époque, les insectes ne manquent pas. Les oiseaux commencent leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour, en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et au lever du jour, à nouveau la recherche de nourriture le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. Assurez-vous que la nourriture soit toujours disponible à ces 2 moments critiques de la journée. Si ça vous est difficile, sachez que le nourrissage du matin est certainement le plus important à assurer. N'oubliez pas qu'il est important de nettoyer les mangeoires régulièrement, afin d'éviter la transmission de maladies par des fientes ou les restes d'aliments. La plupart des oiseaux ont besoin de boire en hiver, car leur régime devient plus granivore. Or, l'eau naturelle est souvent inaccessible à cause du gel. N'oubliez donc pas de leur installer des points d'eau. Vous serez enchanté par les acrobaties spectaculaires des mésanges. Vous observerez les verdiers qui raffolent les graines de tournesol et feront la loi sur la mangeoire, chassant les autres oiseaux. Certains oiseaux comme les pinsons, les merles noirs, les grives, les étourneaux préfèrent se nourrir à terre. N'oubliez pas de leur déposer de la nourriture. Vous pouvez aussi les aider à trouver des insectes, des araignées, en dégageant un espace lorsque la neige recouvre le sol. Il n'y a rien de très mystérieux en ce qui concerne l'alimentation des oiseaux. Bien des restes de repas seront appréciés. Cependant, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ne mettez jamais de noix de coco desséchées, de riz non cuit ou de pain sec, car ces aliments peuvent gonfler dans l'estomac de l'oiseau. En ce matin d'hiver, dans le jardin, autour de la mangeoire garnie de graines de tournesol, verdiers et mésanges s'agitent bruyamment, se chassant les uns les autres. Bien cachés, 2 yeux brillants signalent la présence du chat. Lui aussi est à la recherche de nourriture. Quelle que soit la saison, le félin va tout mettre en œuvre pour capturer les oiseaux qui fréquentent les jardins. C'est ainsi que j'en ai trouvé un, perché sur un nichoir. C'est la plus grande des mésanges d'Europe. On la reconnaît essentiellement à sa tête noire,
contrastant avec des joues blanches, et à son ventre jaune orné d'une raie médiane noire. Elle pèse environ 18 grammes et elle a une longueur de 14 cm. La mésange charbonnière est un des oiseaux dont l'observation est des plus aisées dans notre univers quotidien. Sa présence dans le jardin constitue un réel sujet de divertissement pour peu qu'on veuille lui prêter attention. Elle se livre à de véritables exercices d'acrobatie dans les arbustes, en quête d'insectes ou de pucerons logés dans les branches qu'elle passe en revue, sous toutes les coutures, l'une après l'autre. Nous sommes maintenant à Ploua, à une bonne trentaine de kilomètres de Ploufragan, pour visiter cette mangeoire. Tout le monde de la jante ailée habituelle est là. Il y a des mésanges bleues, mésanges charbonnières et d'innombrables verdiers d'Europe qui se chamaillent pour quelques graines. Puis tout à coup, tout ce monde s'envole affolé pour laisser la place à un autre oiseau plus gros. C'est le gros bec ou casse-noyau. C'est un oiseau très farouche et difficile à observer. Il se trouve généralement haut dans les arbres, ou bien vole haut et vite dans les trouées. Oiseau des bois, parcs et vergers, le gros bec est un nicheur peu commun et localisé. En automne, quelques individus errants ainsi que des migrateurs peuvent se rencontrer çà et là, mais jamais en grand nombre. Il ne dédaigne pas le tournesol des mangeoires. Son alimentation étant basée sur des graines très dures, le gros bec casse-noyau a développé une extraordinaire musculature dans la tête par le simple mouvement des mandibules. C'est cette importante masse musculaire qui donne à la tête de gabarits étonnants. Bonjour, je suis la mésange bleue. Elle est là, dans le prunier, vive, agile, fugitive. À l'image de ces bulles de savon, légère, impalpable, insaisissable, elle est sans pareille pour sautiller de branche en branche afin d'en inventorier, une par une, les aspérités. L'opération s'apparente parfois à un numéro de trapèze volant, tant la position est périlleuse et l'équilibre précaire. Au besoin, sa témérité la pousse jusqu'à l'extrémité des plus fins rameaux. Chapeau l'artiste. Partisan du moindre effort, elle fait preuve également d'un singulier opportunisme. À l'abri rudimentaire d'une souche d'arbre évidée, elle préfère le confort d'un nichoir artificiel. C'est un oiseau cavernicole. Elle préfère aussi le morceau de suif qui lui est proposé aux minuscules insectes. Pas si bête, l'animal. L'ingratitude n'est pas dans sa nature non plus. Outre les services appréciables que la mésange bleue rend à la nature, ses exhibitions spectaculaires méritent tout autant notre sympathie. Cette mésange noire est la plus petite de nos mésanges. Sa tête ressemble à celle de la mésange charbonnière, mais le plumage de son ventre n'est jaunâtre que chez les juvéniles. Elles vivent essentiellement au haut des épicéas, dans lesquels elles trouvent des graines et des insectes pour se nourrir. Avec ses manières acrobatiques, la mésange noire est toujours la bienvenue dans nos jardins, mais elle fréquente moins les mangeoires et les nichoirs que les autres mésanges, car elle ne quitte les bois en hiver qu'en cas de disette. Tiens, encore un nouveau. Celui-ci ne me dérange pas. C'est un bouvreuil pivoine femelle. Il visite rarement les mangeoires. En raison de la quantité toujours disponible de bourgeons dont ces oiseaux se nourrissent, ces oiseaux ne sont pas dépendants des mangeoires pour leur subsistance. C'est un oiseau massif et charpenté. Il est un peu plus grand qu'un moineau, mais il paraît plus grand en raison de sa silhouette arrondie. Aisément reconnaissable, il se caractérise par la teinte noire de sa queue, de sa face, de sa tête et de ses ailes avec un miroir à l'air blanc. Il a un dos gris-bleu
un court-bec conique et puissant, ainsi qu'un croupion blanc. La femelle que vous voyez ici ne possède pas la gorge rouge du mâle, mais présente toutes les autres caractéristiques de son plumage. Sa gorge est plutôt de couleur chamois. Voici un oiseau qui vient très rarement se rassasier au mangeoir. C'est la mésange à longue queue. C'est l'oiseau qui possède la plus longue queue par rapport à sa taille. Elle reste rarement à un endroit et elle se déplace avec beaucoup d'agilité. Également assez rare, la mésange huppée. Cette élégante mésange est nettement plus petite qu'une mésange charbonnière. Elle est facilement reconnaissable grâce à sa huppe érectile striée de noir et blanc qui se dresse au sommet de sa tête. Espèce présente dans les forêts de résineux et dans les petits îlots de conifères au milieu des bois de feuillus dans lesquels elle peut s'aventurer à quelques centaines de mètres. Bien qu'elle soit très fidèle aux conifères, elle peut être aussi observée dans d'autres milieux. Moins sociables que les autres, les mésanges huppées visitent plus rarement les sites de nourrissage et sont donc peu nombreuses autour des mangeoires en comparaison avec les mésanges bleues et charbonnières. Les mésanges huppées apprécient les boules de graisse, les graines de chanvre et de tournesol, les noix, les noisettes et les cacahuètes. Le soleil matinal du printemps commence à réveiller la végétation. La saison de reproduction, qui peut durer plusieurs semaines chez les oiseaux, commence par la création d'un territoire. Celui-ci doit accueillir le nid et subvenir aux besoins alimentaires de toute la famille. La création de ce territoire s'avère d'autant plus indispensable lorsque les ressources sont limitées. Sa taille va donc dépendre de l'abondance et de la répartition de ses ressources. Dès la fin de l'hiver et jusqu'au cœur de l'été, les chants des oiseaux résonnent de tous côtés. Chacun y va de sa ritournelle, répétée inlassablement des milliers de fois par jour. Véritable musique, avec des mélodies, des refrains, des variations ou simple répétition monotone de 2 ou 3 notes, cela n'a pas d'importance. Seul compte le fait qu'une espèce ait son chant propre, délivrant son message à tous les membres de la famille. Cet assenteur mouchère prend un bain de soleil. Que c'est agréable de se réchauffer. Et oui, l'un des dangers, peut-être devrions-nous dire le danger, qui menace les mésanges urbaines, ce sont les chats. Chaque année, plusieurs centaines de milliers d'oiseaux sont capturés dans notre pays par ces redoutables et patients prédateurs qui peuvent passer des heures à attendre un moment d'inattention de l'oiseau convoité. 2 époques sont particulièrement à craindre pour les oiseaux. L'hiver, où ils se rassemblent autour des mangeoires, et au moment de l'envol des jeunes. Cette mésange hésite. Elle part et revient. Pourtant, je dois y aller. Toujours personne dans le coin. Je sais qu'ils ne sont jamais loin. À l'intérieur de cette petite maison,
il y a une belle récompense. Du saindoux à volonté. Oh non, pas celui-là, il est déjà là. Un plus gros que moi et je ne fais pas le poids. C'est un pique-et-pêche mâle, suivi par sa compagne. La femelle n'a pas cette nuque rouge que possède le mâle. Retrouvons notre mésange charbonnière. Bonjour, on m'appelle la mésange charbonnière car ma tête est noire comme du charbon. Je pèse environ 18 grammes. Ma longueur totale est d'environ 14 cm. Mes pattes sont très robustes. Je peux me suspendre la tête en bas. La mésange charbonnière est un des oiseaux dont l'observation est des plus aisées dans notre univers quotidien. Sa présence dans le jardin constitue un réel sujet de divertissement, pour peu qu'on veuille lui prêter attention. Mon bec pointu me permet de trouer très facilement une graine de tournesol et même une noisette. Presque aussi grande qu'un moineau domestique, c'est la plus grande des mésanges d'Europe. On la reconnaît essentiellement à sa tête noire contrastant avec des joues blanches et à son ventre jaune orné d'une raie médiane noire. Chez les mâles, cette raie se prolonge jusqu'à la queue. Chez la femelle, cette raie est plus terne et plus fine et s'arrête sur l'abdomen. Sachant cela, vous constaterez qu'il y a plus de mâles sur les mangeoires. Le dessus est vert olive, tirant vers le bleu sur les ailes et la queue, et une petite barre blanche sur les ailes. Les petits donnent l'impression d'être plus ramassés, avec des joues jaunes. Je mange surtout des insectes, des larves, des chenilles, des pucerons, des coléoptères, des petits papillons, des sauterelles, des mille-pattes et aussi des araignées, des vers de terre, des mollusques. Je consomme mon poids d'insectes chaque jour, soit 18 grammes. J'aime aussi les baies, les fruits, les graines et les graines de tournesol que les gens me donnent en hiver. En Angleterre, des mésanges ont découvert qu'il était facile d'ouvrir les capsules d'aluminium qui ferment les bouteilles de lait que les livreurs déposent devant les portes des maisons chaque matin. Toutes les autres mésanges de la région ont très vite appris le truc pour pouvoir manger la crème qui se trouve sur le lait. On a dû modifier le système de fermeture des bouteilles. Ce bel oiseau chante 25 cris différents, se contentant le plus souvent de répéter 2 ou 3 notes claires et nettes, ce qui déroute souvent l'observateur. Mais c'est au tout début du printemps qu'elle se montre plus assidue. Son intérêt se porte alors plus particulièrement sur les cavités susceptibles d'accueillir sa nichée. Elle n'est pas trop regardante sur l'origine du logement et sa destination première, pourvu que l'emplacement lui convienne, orienté vers le soleil levant et hors de portée du chat. Même la boîte aux lettres, provisoirement délaissée et oubliée du facteur, fera parfaitement l'affaire. Au cours de l'automne déjà, des mésanges inspectent des cavités. À mi-février, ces examens se font plus fréquents,
car les derniers couples achèvent de se former ou resserrent leur union. Le mâle attire la femelle vers un trou par ses vols répétés. Il y pénètre et picote le bord de l'orifice, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Mais il faut réserver un territoire et faire respecter ses limites par les voisins. À tout moment, le mâle doit s'avancer face à un intrus, s'affirmer par ses chants et ses cris irrités. Les deux s'affrontent en se dressant de toute leur hauteur, tournent la tête de gauche et de droite, exhibent en guise de drapeau leurs joues blanches et la raie noire ventrale. Cette parade d'intimidation suffit souvent à éviter la bataille. Vous allez assister à la vie d'un couple de mésanges charbonnières à l'intérieur de son nichoir. Le choix du nid arrêté, la femelle aménage celui-ci, tantôt seule, tantôt aidée du mâle, en le tapissant de menues racines, de tiges et de brindilles, puis d'un épais matelas de mousse et, enfin d'une couche douillette de poils, de crin ou de laine, éventuellement de plumes. La mésange construit son nid à l'intérieur d'une cavité ou d'un nichoir artificiel comme celui-ci. Il faut à la femelle de 5 à 12 jours pour terminer le travail. Et moi, le mâle, je me contente de regarder. Dès que le nid est terminé, en avril, l'accouplement a lieu et la femelle commence à pondre. La femelle recouvre les premiers œufs pondus de mousse. Elle commence à couver au 10e, 11e ou 12e œuf. Elle couve 13 ou 14 jours, ne sortant de son trou que quelques minutes chaque jour. Elle pond un œuf chaque matin en moyenne pendant 10 jours. Au total, sa ponte finit par être plus lourde qu'elle. Poids 16 à 21 grammes. Ensuite, elle couve seule pendant 13 à 15 jours. Les deux premiers sont nés, les plus courageux. C'est moi, le mâle, qui lui apporte à manger.
La femelle va rester encore quelques jours pour les réchauffer. Alors, c'est moi, le mâle, qui nourrit tout le monde. Puis nous nourrissons nos petits ensemble, et cela 17 heures par jour, leur apportant plus de 500 insectes quotidiennement. Il faudra 10 000 insectes pour élever toute la nichée. Les 7 petits sont aveugles et sans plumes. Ils réclament déjà leur nourriture. Les parents se relayent pour subvenir à leurs demandes. Ici, le mâle nourrit un de ses petits et enlève les fientes au fur et à mesure. Elle essaye de faire peur à la caméra, mais elle va vite s'arrêter. Vous voyez déjà qu'il y en a une qui est plus faible que ses frères et sœurs. Elle ne pourra pas survivre, c'est la loi de la nature. Chacun des poussins reçoit en moyenne 50 béquets par jour pendant 2 semaines, quelquefois 3. Durant cette période, les petits ne quittent pas le nid. Des études ont montré que les parents sont à la limite de la résistance physique en fin d'élevage. Ici, la femelle est en train de l'arranger pour la nuit. Voici l'époque très attendue des oiseaux, le printemps avec ses naissances. Dans le nichoir, la vie continue au fil des jours.
Déjà 5 jours après leur naissance. Elles grandissent très vite. Pendant le nourrissage des jeunes, les allées et venues des deux parents sont nécessaires pour rassasier les petits affamés. D'abord des petits insectes, puis au fil du temps, de plus en plus gros. Au moment où les besoins alimentaires des jeunes sont les plus importants, les parents effectuent environ 1000 nourrissages par jour, soit 25 à 50 navettes par heure. Malgré cette intense activité, ils éprouvent parfois des difficultés à alimenter correctement tous les poussins. Dans les grandes nichées, les jeunes pèsent moins lourd que dans les petites couvées. Ils ont par conséquent moins de chances de survivre une fois envolés. Les yeux commencent à s'ouvrir à la vie et le plumage apparaît. Quand des oisillons ont faim, leurs appels incessants signalent leur présence aux animaux carnivores. Parmi ceux-ci, le chat domestique est le plus redoutable. Mais rassurez-vous, les mésanges sont très méfiants. Elles ne vont pas tomber dans les griffes du chat. Déjà 6 jours après leur naissance, elles grandissent très vite. La bande ventrale du mâle, appelée aussi cravate, est plus fournie et va jusqu'au ventre où elle s'élargit. « 8 jours déjà, vous comprenez maintenant pourquoi le nichoir est toujours propre. Les fientes des jeunes mésanges sont enrobées d'une matière gélatineuse, appelée sac fécal, qui permet une évacuation aisée par les adultes. Tandis que la femelle est reconnaissable à l'étroitesse de la bande noire qui court de sa gorge au milieu de sa poitrine. Elle va attraper un insecte qui s'est égaré à l'intérieur du nichoir. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi à filmer ces mésanges à l'intérieur du nichoir. Sur un côté, je peux l'ouvrir. Il y a également une vitre pour les rassurer et les empêcher de tomber. Je les ai filmés pendant 1 heure tous les 3 jours en moyenne et je n'ai gardé que quelques passages. Bien sûr, je laisse la porte fermée quand je ne les filme pas. Petit rappel, diamètre d'entrée 3 à 3,2 cm et orienté à l'est. 8 jours déjà. Les mésanges pondent de nombreux œufs, mais subissent en contrepartie une mortalité élevée. En moyenne, un adulte sur 2 survit d'une année à l'autre, et seulement 15% des jeunes mésanges se reproduiront un jour. Les parents n'arrêtent pas leur va-et-vient. Heureusement que la famille ne compte que 6 becs à nourrir. Oh, un hibou moyen-duc. C'est un oiseau nocturne, chassant principalement la nuit. Il est rarement actif pendant le jour, excepté en migration. Il chasse la nuit dans les champs et les marais ouverts. Il capture sa proie en utilisant son excellente vue et son ouïe. La plupart des proies sont attrapées sur le sol ou dans la végétation. Après avoir capturé une proie, surtout les campagnols, mais aussi les passereaux. Attention à nos mésanges. Le hibou moyen-duc la tue en tapant l'arrière de la tête et ensuite il l'avale entière.
De jour, il se cache dans les branchages épais où il se tient immobile et ainsi se fond dans le décor grâce à son plumage à l'aspect d'écorce au-dessus brun roux, marbré de brun foncé, et le dessous est plus clair, parfaite tenue de camouflage. « 13 jours. Elles élèvent en général 2 couvées annuelles. La première fin avril ou début mai, la seconde en juin. Si la seconde ponte a lieu rapidement, le mâle doit alors s'occuper seul des jeunes de la première nichée jusqu'à leur indépendance avant de pouvoir à nouveau assister sa femelle. « 14 jours. Les oisillons savent tout de suite lorsque l'un des parents arrive. Ils piaillent pour réclamer de la nourriture. Elles sont presque agressées. Maintenant, les dernières mésanges grandissent bien, tandis qu'évoluent les carpes koi et poissons rouges dans le bassin. « 15 jours. Bientôt le grand jour de l'envol arrive. Voici une image insolite. Le plus débrouillard essaie de sortir, mais il se cogne toujours contre la vitre. Après 18 jours de nourrissage intensif, les oisillons quittent le nid. En moins de 2 heures, ils se dispersent. Mais ils ne savent pas encore bien voler et leurs parents continuent de les nourrir pendant 2 ou 3 semaines. Les jeunes restent cachés dans les feuillages et lancent de faibles cris de faim à leurs parents. Petit rappel, diamètre d'entrée 3 cm et orienté à l'est. Taux d'éclosion normal, 86 à 98% des œufs pondus. Le pourcentage de jeunes qui s'envolent varie fortement, plus élevé dans les chênaies où il y a beaucoup de chenilles. Et les voilà partis.
Après leur sortie du nid, nous continuons à nous occuper de nos petits pendant encore une semaine. Puis ils se débrouilleront seuls. Parfois, en juin, nous aurons une deuxième nichée, mais seulement de 6 à 9 œufs. En septembre, les jeunes mésanges seront chassées du territoire des parents. Elles se chercheront un territoire libre à quelques kilomètres de leur lieu de naissance. La nourriture en majorité des greniers verts est alors prise volontiers à terre. Au printemps, le régime devenant insectivore, la charbonnière se tient davantage dans les arbres dont elle explore les menues branches. La mésange charbonnière est peut-être la mieux connue car la plus opportuniste et donc la plus proche de l'homme. Elle est capable de taper au carreau avec insistance quand le nourrissage tarde un peu. Combien de fois son nid n'a-t-il pas été trouvé dans une boîte à lettres et préservé avec bonhomie car la mésange charbonnière fait partie de ces animaux que l'homme tolère volontiers près de lui et pour lesquels il est prêt à consentir de menus sacrifices. Petit rappel, la mésange charbonnière appartient aux espèces protégées. Avec leur petite taille, mais leur gros appétit, les mésanges se révèlent être de précieux auxiliaires de l'homme, à tel point que celui-ci leur consacre une attention toute particulière. Soucieux de préserver l'espèce, voire de l'aider à se reproduire, certains pays n'ont pas hésité à mettre en place de véritables programmes de protection. De nombreux oiseaux, comme les mésanges, édifient leur nid dans une cavité. Arbre creux, trou dans un édifice ou sous un toit, boîte à lettres, vieille pompe à eau. Malheureusement, ces cavités naturelles se raréfient de façon alarmante car les arbres creux sont arrachés, les bâtiments impeccablement rénovés. Même si le milieu offre des ressources alimentaires suffisantes, il ne présente alors plus les sites favorables à la nidification. Pour suppléer à cette disparition, disposer des nichoirs adaptés aux oiseaux cavernicoles est une solution facile et efficace à mettre en œuvre. Des modèles prêts à poser existent, mais il est très satisfaisant de les construire soi-même et d'y associer ses enfants et ses proches. Toutes les conditions de confort et de sécurité pour que les oiseaux réussissent leur nichée doivent être réunies. Le nichoir doit être suffisamment grand, avec une base de 15 sur 16 cm et une hauteur de 15 cm minimum entre le trou d'envol et le fond du nichoir. Il doit être résistant et imperméable aux intempéries. Évitez les nichoirs aux parois trop minces, montés de façon douteuse ou présentant des fissures. Il doit imiter au mieux les conditions naturelles. L'intérieur est laissé brut, non traité et non raboté pour que les oiseaux puissent sortir en s'accrochant aux rugosités du bois. L'extérieur est de couleur neutre, le mieux étant de le laisser se patiner ou de le recouvrir d'écorce. Chaque espèce possédant des exigences particulières, le nichoir doit être adapté à l'oiseau que vous souhaitez accueillir. Par exemple, trou d'envol pour une mésange bleue, 28 mm, mésange charbonnière, 30 mm. Mais on peut réaliser un trou de 30 mm pour les mésanges bleues et charbonnières, c'est plus simple. Le nichoir ne doit pas être placé en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. L'orientation sud-est du trou d'envol est conseillée. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme,
sur un mur ou un arbre, hors de portée des curieux à 2 ou 4 pattes. Si après 2 ou 3 ans, le nichoir n'a jamais été occupé, vérifiez que vous avez bien respecté tous ces conseils et recherchez un autre emplacement. Vous pouvez placer votre nichoir dès l'automne ou au début de l'hiver, car certains oiseaux, comme les mésanges, recherchent très tôt les sites favorables et d'autres, comme le troglodyte mignon, y dorment parfois en hiver. La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce. Même type, même diamètre de trou d'envol. Aussi, il est bon de varier les modèles et de respecter des distances minimales entre deux nichoirs identiques. 15 à 20 mètres pour la mésange bleue et 40 à 50 mètres pour la mésange charbonnière. La vie n'est pas facile, même entre oiseaux. Il se livre un combat perpétuel. Ici, une femelle faucon cresserelle emmène un passereau pour nourrir ses 2 petits. C'est moins copieux que le mulot traditionnel. Il y a encore d'autres prédateurs que doivent redouter les mésanges. L'épervier d'Europe est aussi redoutable et la vue de ce rapace déclenche une série d'alarmes sonores très aiguës, caractéristiques chez les mésanges. Il faut aussi se méfier de la pie bavarde et du jet des chênes qui mangent les œufs et les oisillons. Chez les rapaces nocturnes, la chouette hulotte attrape régulièrement des mésanges. Voici une pelote de réjection. Ce sont des restes alimentaires qui n'ont pas été digérés. Elles sont recrachées par le bec des rapaces. Ici, on aperçoit un crâne de mésange charbonnière. Et puis il y a encore les écureuils. Belettes, martres, hermines, blaireaux, mulots sylvestres sont également des prédateurs. On ne sera pas surpris d'apprendre que la durée moyenne de vie des mésanges n'est pas bien longue. On a démontré que 87% des mésanges charbonnières n'atteignent pas l'âge de 1 an et que par la suite, 49% des adultes meurent chaque année. Quand même, on a pu démontrer grâce au bagage d'une mésange charbonnière a vécu plus de 11 ans. Les résultats obtenus grâce au bagueur sur plus de 50 stations de bagage et au compteur d'oiseaux sur plus de 1500 points d'écoute permettent un traitement statistique fiable pour un grand nombre d'espèces. Ainsi, pour les mésanges, l'analyse des données enregistrées de 1989 à 2001 permet de dire que certaines espèces sont dans une situation inquiétante. La mésange nonnette a vu ses effectifs baisser de 59%, la boréale de 47%, la noire de 38%, la mésange à longue queue de 28%, la huppée de 27%. En fait, seules les mésanges charbonnières et bleues échappent à cette régression, leurs effectifs étant même en augmentation entre 2001 et 2002. De nombreux ornithologues
ont constaté une importante diminution des effectifs après des hivers rigoureux. À cette saison, les passereaux préfèrent les aliments d'origine animale et ne consomment des graines que si nécessaire. Si ces dernières sont rares, la mortalité peut devenir très élevée et réduire les effectifs de 80%. Nous observons que depuis plusieurs décennies, se manifeste un déclin très sensible, voire alarmant des effectifs de la plupart des espèces, et ceci à l'échelle de l'Europe entière. Il est maintenant établi que cette diminution est en moyenne de l'ordre de 1,5% chaque année pour l'ensemble des passereaux. Aujourd'hui, on estime que près de 1200 espèces d'oiseaux, sur les 9900 que compte la planète, sont menacées de disparition si rien n'est fait pour les sauver. Cela représente tout de même 12% des espèces connues. Protéger les oiseaux, c'est avant tout protéger les milieux naturels et limiter les pollutions. C'est donc protéger l'homme, qui ne pourra pas vivre longtemps dans un environnement dévasté. C'est aussi, pour chacun d'entre nous et chaque jour, accepter le voisinage des animaux. La planète n'est pas faite que pour les humains. Peut-on prétendre aujourd'hui pérenniser leur vie sans songer à protéger le milieu dans lequel évolue l'homme, l'animal et le végétal? Et quand bien même la disparition de l'oiseau ne signerait pas la mort de l'homme, quelle tristesse serait une planète sans l'envol et le chant de ces petits êtres dansant leur ronde autour du monde. À cet égard, nous serions bien inspirés de ne pas utiliser, de façon inconsidérée, pesticides et insecticides, tuant les alliés naturels du jardinier, d'autant plus qu'au cours des 50 dernières années, l'intensification de l'agriculture et l'urbanisation ont déjà considérablement réduit le capital de nature sauvage et avec elle de véritables garde-manger dans lesquels les oiseaux puisent leur nourriture. Il y a le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, à perte de vide, ou malgré nature, intensivement, cailloux bien saignés, forêts en sursis, fleuves en souillure, rivages vendus, montagnes violées. Il y a le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, à bout de lumière et d'envie de croire, musique des rires et rires figés, images, violences, absurdes et noires, idéal, business, passion, monnaie. Il y a le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, à contre-raison, et le vague alarme, chant de la bêtise, peuple sacrifié, pour Dieu ou pour rien, héritage en flamme, présent mirador, destin barbelé. Le vent qui bat, sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, ondes froides et dures, et la mer qui roule, une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre,
laissez-nous rêver au nom de la vie, pour le mieux de l'homme. Croisade, mensonge, trafic, vérité, plastique ou béton, pétrole ou atome, pour un seul bonheur, le mythe progresse. Le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, on de froid vécu, et la mer qui roule d'une symphonie. Enjeu ou défi, pour enfants du monde, dans de nos silences, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous rêver, à force d'élan, de fêtes promises, horizon patience, phare volonté, voile plein soleil, pour ce grande brise, 2000 ans sagesse, ou néant pointé. La 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 à force d'élan, de fêtes promises, horizon patience, phare volonté, voile plein soleil, course grande brise, 2000 ans sagesse, ou néant pointé. Le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, on de froid vécu, et la mer qui roule d'une symphonie. Enjeu, défi, pour enfants du monde, dans de nos silences, air de liberté, au creux de nos mains, la prière gronde, gardez-nous la terre, laissez-nous chanter. La protection est donc une nécessité pour que les prochaines générations puissent s'émerveiller encore devant la beauté des oiseaux. La survie des animaux dépend des milieux naturels qui les abritent. Et ces milieux sont aujourd'hui menacés. Un grand nombre d'oiseaux souffrent ainsi de la déforestation. C'est pourtant là que se concentre 90% de la diversité animale et végétale de la planète. Partout dans le monde, les haies rasées pour agrandir les champs, les marais asséchés, les forêts coupées pour le commerce du bois ou les steppes transformées en champs de blé ou de maïs sont autant de sites dévastés, avec chaque fois tout un cortège d'espèces mises en péril. Cent mille oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux attirent d'elle, merle, corbeau, mille tourterelles. Ça fait chanter le cœur des grands et rêver les petits enfants. Regarde au ciel, au gré du vent, il y a sûrement un oiseau blanc
écoute un peu tout près de toi, ce coucou part au fond. C'est avec un grand plaisir que j'adresse mes remerciements aux nombreuses personnes qui ont participé, directement ou indirectement, à l'élaboration de ce film. Et puis si vous voulez me rejoindre sur Internet, tapez la phrase magique « Vivre avec les oiseaux ». Vous pourrez encore rêver. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux comme dans un rêve. C'est comme un espoir qui se lève, bruissement d'ailes à l'infini, qui nous fait dire c'est beau la vie. Le rouge-gorge gonfle ses plumes, le hibou chante sous la lune, les aigles d'or tournent en rond dans le soleil vers l'horizon. Moineaux des champs, pigeons des villes, vivre longtemps n'est pas facile. Et si l'on veut vous écouter, il nous faudra vous protéger. 100 000 oiseaux autour du monde ont pris leur vol pour une ronde, ronde d'amour et liberté. Pas de frontières pour l'amitié. 100 000 oiseaux dans les nuages, toutes couleurs et tout plumage. C'est un arc-en-ciel, un cadeau. Rien n'est plus tendre, rien n'est plus beau.